Bonjour Jean-Pierre Girard, c'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes physicien, chercheur en neurosciences. Vos travaux ont fait l'objet d'une communication à l'Académie des sciences dans un domaine très controversé qui est la parapsychologie. Pouvez-vous nous en parler? Oui, effectivement, la parapsychologie est un domaine encore très controversé. Et je suis un des acteurs dans ce domaine très particulièrement critiqué, attaqué, qui a permis d'ajouter quelques lettres de noblesse dans cette science en émergence. Et je pense que la parapsychologie, dans les décennies qui viennent, aura plus encore d'audience, parce que nous assistons à un mariage heureux entre la physique quantique et la parapsychologie. Ce qui manquait beaucoup à la parapsychologie, c'est qu'on puisse émettre des thèses, des théories qui pouvaient expliquer la nature du phénomène. Nous n'en sommes plus là. Nous avons, avec d'autres physiciens que moi-même, des théories qui nous donnent des schémas d'explication extrêmement satisfaisants. Pourtant, la parapsychologie est considérée comme une distraction de salon. Disons qu'elle n'est pas vraiment prise au sérieux. Qu'en pensez-vous alors? La parapsychologie, à dire vrai, n'est pas encore prise très au sérieux. Il faut dire que la parapsychologie a donné les verges pour se faire fouetter. Alors tantôt les médiums nous faisaient des belles expériences, tantôt c'était des trucages absolument éhontés, et puis au fond c'est un fourre-tout. On a mis des phénomènes divers et avariés, si je puis dire, qui ont fait qu'au fond le public ne sait pas trop bien de quoi il s'agit. Alors je crois qu'il faudrait que nous précisions schématiquement ce qu'est la parapsychologie. La parapsychologie, c'est l'étude des phénomènes psychophysiologiques rares liés à l'être humain. Rares pour l'instant, bien sûr. Mais plus nous pourrons les exprimer, plus nous pourrons les étudier, plus nous pourrons les expliquer, plus nous aurons des personnes qui pratiqueront, qui exerceront ces manifestations heureuses de ce que peut nous apporter la parapsychologie. Mais pour l'instant, effectivement, c'est encore une science qui est en recherche, en devenir. La parapsychologie est-elle prouvée scientifiquement? Vous parlez de science. Alors la question, effectivement, toute naturelle que vous me posez, mais au fond, cette parapsychologie dont on parle à l'envi, qu'on critique à l'envi, au contraire, on croit de façon démesurée à cette dernière, est-ce qu'il y a des preuves scientifiques? Mais oui, non seulement il y a des preuves scientifiques, nous n'en manquons pas, et nos propres travaux, donc concernant ce domaine dont je parlais, ont fait l'objet d'une publication à l'Académie des sciences, dans des revues scientifiques à comité de lecture, comme La Recherche et d'autres revues de ce niveau. Et on peut dire que la science, actuellement, dispose de toutes les preuves nécessaires pour qui veut bien étudier les dossiers, avoir des interviews avec des scientifiques qui ont étudié, ou même des illusionnistes. Ah, tiens, pourquoi parlerais-je des illusionnistes d'un coup? Quelle fantaisie me prend? Eh bien, le grand problème de la parapsychologie, pour les critiques de tous bords, oui, mais il n'y avait pas d'illusionnisme pour contrôler, on ne sait pas trop, parce que les sujets psy, on considère comme sujet psy, je n'ai pas posé en préalable que je n'étais pas seulement chercheur dans ce domaine, mais que j'étais également producteur, émetteur de phénomènes paranormaux. Alors, oui, mais c'est peut-être au fond que de la magie, et puis au fond ce sont des trucages, et je sais bien que ces expériences nécessitent la présence de magiciens, experts, pour savoir s'il ne s'agit pas quand même de quelque chose d'assez... Eh bien, la science, bien sûr, a confirmé, mais aussi les protocoles proposés par des magiciens. La présence de magiciens pendant les expériences a permis de conforter, de confirmer que nous avions bien là une réalité de ces phénomènes. Des centaines et des centaines, je pèse mes mots, d'expériences. Donc, répétition de l'expérience. Souvent,
On a dit, oui, les phénomènes, c'est fugace. On les voit une fois, puis on n'en voit plus. Et puis tout d'un coup, ils reviennent. Eh bien non, nous avons la chance, en ce qui nous concerne, d'avoir pu répéter ces phénomènes, répéter les expériences. Et la science aime bien les répétitions. La difficulté qu'on pourrait souligner, c'est que certains phénomènes sont rares, tellement rares que j'en suis hélas le seul acteur. Et la science n'aime pas les aspects isolés de ces expériences. Un acteur qui fait tout seul certains phénomènes, évidemment, ça pose un peu problème. Heureusement que la nature des phénomènes a permis de confirmer la réalité de ces derniers, même s'ils n'étaient produits que par un seul individu, c'est-à-dire moi-même. Je vais citer quelques expériences qui ont été déterminantes. Changement de structure de la matière, notamment des barreaux d'alliage, qui sont destinés aux fusées, qui sont destinés aux avions, les changements de structure interne de ces matériaux à travers des tubes scellés. Ça a été le grand point d'exclamation de la réalité du phénomène pour ceux qui raisonnablement émettaient des doutes. Ces expériences, encore aujourd'hui, au moment où je suis interviewé, ne sont pas reproductibles par la physique contemporaine. Alors, devant l'énormité de ces phénomènes, j'aurais pu penser naïvement, très naïvement, que la communauté scientifique dans son ensemble allait dire « Mais voilà un phénomène qu'il faut que nous étudions tous, que nous nous mettions à mettre en étude, en exergue, que nous essayons d'embaucher, si je puis dire entre guillemets, des sujets pour produire ces phénomènes, essayer d'apporter une ouverture et une dimension humaine, une dimension de l'homme nouvelle. » Ah, ce n'est pas si simple. Et les rétentions, les rejets de la réalité de ces phénomènes ont été beaucoup plus nombreux que leur acceptation. Et pourquoi? Mettons-nous à la place d'un scientifique qui a un cursus tout à fait classique, qui dans son domaine est un physicien, qui a publié des travaux, qui est tout à fait respectable et respecté, et qui là va perdre tout sens de la raison quand on lui demande de s'exprimer au sujet de ces phénomènes. Il va faire ce que nous appelons de la dissonance cognitive. C'est tragique. Et là, nous constatons, c'est quelque chose qui est très bien décrit en psychologie. C'est-à-dire que le scientifique en question va voir, s'il m'est arrivé, de produire des phénomènes avec le protocole que lui-même avait déterminé. Et la nature de l'expérience également qu'il avait proposée et choisie. Et bien refusant quand même la réalité de ce phénomène. Alors on pourrait dire que je suis un petit peu désabusé, un peu aigri devant ces scientifiques. Il n'y en a pas eu beaucoup, en fait, qui ont insisté et qui ont refusé la réalité. Mais quand même, ça ne rentrait pas dans leurs schémas mentaux. C'est-à-dire qu'ils préfèrent des explications abracadabrantesques plutôt que d'accepter simplement la réalité du phénomène. Je peux citer quelques expériences. Nous avons parlé du changement de structure dans des tubes de verre scellés, je répète. Nous pouvons parler également d'adoucissement, c'est-à-dire que le matériau se comportait comme s'il avait été fondu à l'intérieur de celui-ci, à 650 degrés, à 800 degrés Celsius, sans dégagement thermique, et tout cela, je répète, à travers des tubes de verre scellés. Ou même un barreau, nous avons des documents de laboratoire extrêmement intéressants à ce sujet, ou un barreau qui n'est pas magnétique, car on son introduction dans le tube de verre scellé, et qui l'est ensuite par un scientifique qui, avec un aimant, attire ce barreau.
là je parle des expériences, disons, de physique métallurgiste. Mais il y en a d'autres, sur des bactéries à 2 mètres de distance, où j'ai fait éclater des Proteus morgani, des Escherichia coli, qui sont des grammes négatifs, souvent présents d'ailleurs dans les infections urinaires, et je les ai fait éclater à 2 mètres de distance de façon absolument incompréhensible, bien différente que lui fait un antibiotique, et d'autres expériences. Alors, j'avoue que par moments j'étais très découragé. Et puis, la patience, la pugnacité que j'ai mise à continuer à expérimenter sur des générateurs aléatoires émetteurs de photons, sur d'autres expériences récentes également que nous avons menées, l'accueil de scientifiques qui s'ouvre de plus en plus à la pratique, à l'observation de ces phénomènes, le public qui, là aussi, s'ouvre à cette parapsychologie sérieuse, parce qu'il le découvre, le public. Et c'est pour cela que j'ai commis beaucoup d'ouvrages où nous expliquons les phénomènes, nous expliquons les expériences qui ont été faites, qui confirment la réalité de ces phénomènes, et surtout dans ces ouvrages, notamment j'ai commis un manuel de parapsychologie appliquée, qui se veut surtout un ouvrage pratique. Chacun pourra aborder la parapsychologie. Au-delà des encyclopédies que j'ai pu commettre, il était nécessaire de dire, mais vous aussi, vous pouvez pratiquer la parapsychologie. Vous aussi, vous pouvez, avec un état mental qui est proposé, qui est simple, bien sûr simple, vous pouvez utiliser la parapsychologie, même dans le domaine de la vie de tous les jours, pour que ce soit un outil du quotidien qui vous donne ce petit plus qui va vous différencier de vos contemporains. Alors il ne s'agit pas, comme on le verra, dans beaucoup de séquences qui sont passées sur toutes les chaînes, je peux dire, du monde entier, que ce soit aux États-Unis, dans divers pays, en France bien sûr, c'est pas seulement la modification de la matière, en courbant des barreaux, en déplaçant des objets. Non, ce sont des phénomènes qui, dans la vie de tous les jours, peuvent vous être utiles. Et je m'attache, je signale à nos amis qui nous regardent, que j'ai, au moment de ce tournage, 71 ans. Donc je m'attache, avec ces années qui me restent à vivre, j'espère, 2 décennies, peut-être soyons optimistes, 3 décennies, qu'importe, à communiquer, à partager. Et c'est pour ça que j'organise des stages. Et ces stages, ce sont que des moments de bonheur. Vous avez des jeunes, des très jeunes même, qui font des miracles en télépathie, télékinésie, mouvement d'objet, psychokinèse, action sur les matériaux, comme des barres que nous soumettons à ces stages. Ces phénomènes télépathiques, comme je le disais, c'est merveilleux. C'est vraiment une approche. Et puis vous avez des gens, octogénaires plus, que j'ai vu faire des phénomènes plus importants que ceux que je démontrais aux stagiaires. Mais alors, la parapsychologie peut-elle nous servir dans la vie de tous les jours? Alors, donc je répète, cette parapsychologie, dans la vie de tous les jours, effectivement, peut nous servir. J'ai fait allusion il y a quelques instants. Elle a ce petit plus qui va nous permettre d'influencer favorablement des décisions chez nos contemporains. Alors tout de suite, je vois des ricanements, peut-être des sourires. Jean-Pierre Girard est sympathique, qui nous parle là plus ou moins d'influencer nos contemporains. Attendez, ne soyons pas naïfs. Je n'en ai pas parlé au début de notre interview. Mais les Américains, les Soviétiques, utilisaient depuis belle lurette la parapsychologie. Déjà les Soviétiques, dans les années 70, avaient des programmes tout à fait définis d'influence d'individus sur d'autres individus pour les manipuler des consciences, et aller même jusqu'à
on peut le dire jusqu'à tuer des individus à distance. Oui, oui, vous souriez, bien évidemment vous souriez. Vous pensez que la parapsychologie, c'est un art mineur. On l'a vu au début de cet entretien. Bon, c'est sympathique, on déplace des objets, machin, les petites cuillères, les trucs. Attention. C'est une science, la parapsychologie, pour les militaires et les politiques, qui est utilisée depuis bien longtemps. Les Américains ont mis en œuvre un programme qui s'appelait Green Flame au départ, avec l'US Army, qui ensuite s'est appelé Stargate avec la CIA. 20 millions de dollars sur ce programme en 20 ans. On peut imaginer que les Américains, qui sont quand même assez prosaïques, assez pragmatiques, n'ont pas mis 20 millions de dollars avec 7 sujets pour simplement savoir si la parapsychologie existait ou n'existait pas. Et ils ont mis là aussi en exergue ces sujets, ces sensitifs, ces médiums, aux États-Unis, nous les appelons comme cela, pour faire de l'espionnage à distance, de remote viewing, vision à distance sur des cibles, Corée du Nord, Union soviétique, etc. Alors, pensez que ces gens-là, c'est simplement du music hall qu'ils ont voulu payer? Et en Union soviétique également, qui d'ailleurs dans le domaine était beaucoup plus en avance que les Américains. Alors j'ai parlé d'influence, j'ai parlé de tas d'éléments comme influence à distance. Nous avons un officier américain qui a quitté l'opération en question, Stargate, à Fort Meade, où les sujets donc étaient spécialement entraînés pour faire de l'espionnage à distance. Et puis à un moment donné, il dit, mais moi je démissionne. Parce qu'on nous apprenait à tuer à distance. Il a failli être traduit en cour martiale, cet officier, parce que c'était dévoilé comme des secrets militaires. Et il a démissionné, et comme il a très rapidement il s'est rendu public, il a échappé un petit peu aux foudres donc, de l'armée américaine. Mais dans les blocs de l'Est, nous avons eu des témoignages identiques de sujets, en Roumanie notamment, et en RDA, qui étaient entraînés pour tuer à distance. Personnellement, nous avons fait une expérience à l'hôpital Galochkine à Moscou, en avril 82, où nous avons augmenté les rythmes cardiaques d'un sujet à distance dans un pavillon voisin. Pourquoi l'Union soviétique? Nous en parlerons peut-être plus avant, à d'autres moments, parce que je me rendais régulièrement en Union soviétique ou dans les pays de l'Est pour faire de l'espionnage et également des expériences avec, dans les laboratoires de psychotronique de l'Union soviétique. Mais ceci peut être un autre sujet d'interview. Mais alors, pourquoi cette parapsychologie n'est peut-être pas plus reconnue de nos jours, puisqu'elle est servie, utilisée par les militaires? Alors précisément, la parapsychologie n'est pas utilisée comme elle devrait l'être. Les choses bougent. Je suis un modeste artisan qui fait bouger les choses, mais vous savez, quand on est un homme seul, on peut arriver, certes, à faire bouger un peu les choses, mais il y a des rétentions. Pourquoi? Notre éducation ne nous a pas appris que la parapsychologie était un phénomène, c'était une science normale. Ensuite, la communauté scientifique, dans sa majorité, étant défavorable à cela, eh bien, dès qu'il y a une émergence dans une émission de télévision favorable, etc., il y a un vent de critique immédiatement qui s'immisce en disant oui, les conditions de tournage, ou oui, ah oui, monsieur Girard, vous savez, Girard, on ne soit pas un peu illusionniste sur les bords, etc., etc. Donc il y a toujours cette espèce de rouleau compresseur de l'établissement scientifique, du bien-pensant scientifique. Ne dérangeons pas nos acquis, surtout pas. Alors malgré tout, on pourrait dire découragement. Non, 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 non. Les choses avancent, à pas mesurer certes, mais elles avancent,
et je vois l'audience que personnellement j'ai dans le monde entier, que j'ai en France quand même, malgré tout. N'oublions pas que ce pays de Descartes est sans doute le pays au monde qui, sur le plan de la psychokinèse, de l'action de l'esprit sur la matière, a engrangé, grâce à mon concours, le volume de travaux, le volume de preuves le plus important que nous envient les Américains et nos amis russes. Donc, globalement, quelqu'un de bonne foi, qui se renseigne un tantinet, qui lit les publications qui ont été faites dans des revues prestigieuses, se dit « Ah, il y a anguille sous roche, peut-être que moi, petit scientifique dans mon coin, ou scientifique un peu plus confirmé, je vais peut-être aller plus avant. C'est quand même une science qui m'interpelle. C'est une science de l'homme à part entière. Parce qu'il s'agit bien de l'humain ici. Il s'agit bien de l'humain qui va à un moment donné produire quelque chose auquel nous ne sommes pas habitués, certes, mais va produire quelque chose qui représente sans doute, dans l'échelle d'évolution, peut-être le dernier acte de l'évolution humaine. Ou l'avant-dernier, qu'en savons-nous? Mais quand même, quand je vois au fil de ces stages que des jeunes enfants n'ont qu'une prévention contre cela, nous font, je le répète, des petits miracles. Et pourquoi je fais des stages? À 71 ans, je fais des stages. Je suis né en 1942, parce que si cette interview passe dans quelques années, 1942 pourra faire l'addition. Je dis simplement que c'est pour moi, et j'en suis convaincu, cette communication qui peut paraître symbolique, une vingtaine, 25 personnes à un stage, tu fais 4, 5, 6 stages par an, des fois plus, des fois moins, depuis des années. Ne soyons pas trop modestes. Ce sont des germes en devenir de croissance. Ceux qui ont assisté à des stages, on parle. Oui, mais moi, oui, je parle. Ah oui, moi j'ai assisté. Mon voisin à côté a courbé une barre, en caressant comme ça. Oui, je suis venu avec ma petite fille. Et bien ma petite fille, elle a deviné en télépathie, avant même qu'on lance le message, à deviner le symbole que nous proposions. Et voilà. Et je m'aperçois comme cela qu'il y a une espèce de progression exponentielle de la connaissance. Alors je pourrais dire ce travail, je suis découragé, Non, car je crois que ce n'est pas forcément le haut de la pyramide qui va nous faire une grande diffusion de la parapsychologie, mais c'est la vox populi, la voix populaire, la communication de la voix populaire, qui va répandre comme ça, progressivement, tout ce qui a pu être fait. Et je continue volontiers à donner des stages. Bon, j'en fais 4, 5 par an, mais c'est que du bonheur, c'est un moment de partage. Et là, nous apercevons que d'autres personnes qui n'ont soi-disant jamais abordé la parapsychologie, lorsque nous les questionnons, tout le monde a dans sa vie, peu ou prou. Avez-vous, je me souviens, avec ma mère, avant que nous parlions, je lui ai répondu, elle dit, mais je t'ai accordé mon fils. Ou dans un couple. Oui, j'allais chercher ce que tu me dis. Mais je t'ai rien dit. Oui, c'était du penser. Donc, c'est des petits détails, soyez attentifs. Le fameux coup de téléphone qu'on attend. On veut aller téléphoner. On ne va pas téléphoner parce qu'on dit, bon, ça fait rien, allez, je ne vais pas téléphoner. J'attends ce téléphone. Et le téléphone sonne. Et c'est la personne qu'on attendait. Ce sont des petits phénomènes subtils. Et puis déjà, mais j'ai des rêves qui sont très particuliers. À un moment donné, je sais que par rapport à un rêve habituel, il y a quelque chose de différent qui se passe. Parce que ces rêves prémonitoires, ils ont une coloration, ils ont une dimension différente. Alors, déjà, le paranormal, il est là présent au quotidien. Il nous demande qu'être évolué, développé. Et nous l'avons tous en nous.
tous en nous. Et ce langage n'est pas un langage un petit peu de commodité, de facilité. Non. Et vous tous qui avez la gentillesse de m'écouter, la gentillesse de me regarder, vous le savez très bien que cette réalité est là, mais nous n'y prêtons pas attention. Jean-Pierre, vous avez parlé tout à l'heure de tuer à distance. Mais en revanche, la parapsychologie peut-elle nous aider dans le domaine de la santé? Peut-elle alléger nos souffrances? Alors qu'on ne se méprenne pas, quand j'ai parlé de ces expériences de tuer à distance, c'est l'aspect noir de la parapsychologie. C'est l'aspect noir de la parapsychologie. Il ne faut pas être naïf. Il faut savoir que ce sont les militaires, ce sont les politiques qui les premiers se sont intéressés à ce domaine. Ils n'ont pas attendu des petits scientifiques là qui... Comme par hasard, je vais revenir bien sûr à votre question, ce sont les scientifiques du niveau prix Nobel de physique. Kastler, William Robertson, prix Nobel de physique anglais, etc., etc., qui ont, je dirais, contresigné pratiquement mes travaux. Président de l'Académie des sciences, comme je l'ai dit tout à l'heure, président de l'Institut de France, qui est au-dessus de l'Académie des sciences. Alors, donc, ne gardons pas l'aspect noir. Si j'ai souligné, c'est pour dire que la puissance de la parapsychologie était extraordinaire. Il y a encore des phénomènes dans le cadre de l'opération de renseignement Stargate américaine, dont j'étais un des éléments. Certaines expériences sont encore sous le sceau du secret défense. Alors, je vous remercie de cette question. Parce que si la parapsychologie ne servait qu'à nos militaires, nos politiques, et puis à tuer à distance, à faire des choses vilaines, mon Dieu, ce serait triste. Mais nous le savons, ce qui est bon peut être mauvais, et réciproquement. Il y a le yin, le yang, le noir, le blanc, le chaud, le froid. En parapsychologie, c'est pareil. La parapsychologie peut être un atout pour notre santé, le rétablissement que nous pouvons avoir dans des cas de maladie, je dis bien, je passe mes mots, très, très graves, au pronostic tout à fait sombre, comme on dit en médecine, c'est un outil extraordinaire, qui peut le plus dans un domaine, peut le plus aussi dans d'autres domaines. Simplement, il faut pouvoir utiliser les moyens qui sont spécifiques justement à ce retour à bonne santé quand il est altéré. Et la parapsychologie, et j'en parle dans cet ouvrage, je ne parle pas que de cela bien sûr, je parle de tous les phénomènes paranormaux, y compris celui que je considère comme paranormal, disons, parapsychologique, c'est celui des rémissions spontanées, de l'auto-guérison, ou dans d'autres lieux mystiques qu'on va appeler les miracles. Ça aussi, c'est à notre portée. Nous avons la possibilité, avec certains états modifiés de conscience, que nous mettons en exergue pour la télépathie, que nous mettons en exergue pour d'autres, disons, phénomènes dits paranormaux, pour un retour vraiment à bonne santé. Si nous avons notre corps, hélas, qui est attaqué, non. C'est un non-sens. On n'est pas attaqué par la maladie. La maladie ne vient pas du dehors, nous le savons tous. Elle est due dedans. Elle est due dedans. Elle est générée par l'intérieur. On n'attrape pas une maladie. Et non. Alors, là aussi, nous mettons beaucoup l'accent dans les stages que nous faisons ou dans des consultations que je donne à rendre acteur de notre bonne santé, le patient. On lui donne des clés. Vous savez, c'est comme pour démarrer une voiture. Ça rend bien une voiture. Tu n'as pas les clés de contact, c'est déjà plus délicat. Là, c'est pareil. Nous nous contentons de donner des clés simples pour que la personne comprenne qu'elle peut être véritablement acteur
et sa bonne santé. Et je dis bien, je pèse mes mots, dans des pathologies très graves. J'ai un parcours dans le domaine de la médecine qui m'autorise à peser mes mots concernant l'utilité de la parapsychologie, ce qu'on appelle la parapsychologie, dans le domaine du bien-être de la santé. Je vous ai dit mon âge. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas un garçon forcément qui manque de dynamisme et qui, souvent, on a du mal à suivre. Alors, si je me montre volontiers dans une interview dans la tenue que j'ai, c'est simplement pour vous dire d'abord que je ne fais jamais de sport. Ben, je vous conseille par contre d'en faire, hein, c'est pas non plus... Il ne faut pas qu'à contrario, vous preniez ça comme un conseil de ne faites pas de sport. Mais je veux dire simplement que mes états mentaux, que j'utilise, je les communique aux autres, mais j'utilise pour moi-même également, me permettent d'avoir un état de santé optimal, à mon âge, de septuagénaire, d'avoir une musculature qui fait penser que je fais de la fonte, comme on dit, je fais du clavier, ce que j'estime déjà pas mal, et c'est tout. Seulement, je pratique une visualisation active. Et c'est cette méthode-là que je propose à nos amis qui viennent en stage et qui se sortent de mauvais pas, je peux dire, extrêmement délicats. Les courriels que je reçois, c'est que du bonheur pour moi. Et c'est ce qui m'encourage à continuer, Et si Dieu veut bien me prêter vie encore longtemps, je vais continuer, jusqu'à temps que j'ai encore une lucidité nécessaire et une forme physique nécessaire à partager. Vous avez parlé d'âge tout à l'heure, Jean-Pierre. Y a-t-il un âge pour commencer à faire de la parapsychologie? Est-ce qu'un enfant peut-elle faire de la parapsychologie? La question de l'âge est extrêmement intéressante dans votre question. Parce que j'étais au Birkbeck College à Londres et au King's College à Londres. Avec John Taylor, au King's College et au Birkbeck avec le servantomiste John Hastings. Nous avons fait des expériences avec des enfants, des jeunes enfants. Et ils nous ont fait des miracles absolument étonnants. Des sculptures dans le métal. Vous avez vu les documents photographiés. Nous montrons ces documents dans cet ouvrage qui sont absolument... on peut laisser d'ailleurs ces jeunes dans une pièce sans les surveiller. C'est impossible à faire. Même avec un outillage, il faut un outillage sophistiqué. Donc, il y a chez les jeunes cette ouverture, cette spontanéité vers ces phénomènes qui est extraordinaire. Donc, au fond, je dirais, les plus jeunes que j'ai eu en stage, c'est un enfant qui avait 6 ans et demi, 7 ans. 6 ans et demi. Fils de professeur de physique et de mathématiques. Il nous a complètement, comme on dit actuellement, scotché. Et puis nous avons des gens, une fois, une grand-mère, 88 ans, à Saint-Didier-en-Évoluie, à la montagne, à 1000 mètres d'altitude, dans une super petite auberge sympathique. Nous faisions un stage. Si la grand-mère prend la barre, dit non, non, monsieur Girard, je veux une grosse barre. Elle nous prend la plus grosse barre de l'échantillon que nous avions, des barres en duralumin. J'explique pourquoi d'ailleurs j'ai choisi ce genre de barre. Elle prend cette barre et devant nous toutes, et nous voyons la barre comme du chewing-gum se courber. Mais pourquoi dans un cas comme dans l'autre? Pourquoi ça s'est produit de façon si spectaculaire? Ben, tout simplement, comme le jeune, ou cette femme âgée, pour elle, elle ne savait pas que c'était impossible. Donc elle l'a fait. C'est pas moi, ça ne vient pas de moi, cette autorité. Elle l'a fait. Elle était dans l'évidence, pas dans la croyance, elle était dans l'évidence que ça pouvait se faire. Donc elle l'a fait. C'est extraordinaire. Donc je veux dire tout le monde, et puis vous savez, de plus en plus, il y aura des gens qui font ces phénomènes. Donc quand il n'y a pas d'âge, les jeunes sont plus ouverts, ils ont des jeux vidéo, où il y a des super-héros,
ils ont des séries anglo-saxonnes où on montre que, voilà, donc dans l'imagerie, dans les schèmes mentaux, peut-être pas encore dans les archétypes, mais il y a cette notion que c'est possible. On voit les héros qui le font. Des films, des longs métrages existent sur ce sujet. Alors il y a une dédramatisation qui favorise forcément. Parce qu'au fond, même si c'est de la fiction, quand c'est une fiction bien présentée, et ça doit être le cas normalement, on flirte avec une réalité, on flirte avec quelque chose de possible. Et ça ouvre les consciences. Donc, mettre un âge, je ne sais pas. Il y a très peu de temps que moi j'invite, enfin j'accepte des enfants en bas âge. Avant je n'acceptais pas, j'avais peur qu'au fond il y ait un trauma qui ait quelque chose. J'avais tort. Dès l'instant, ils viennent accompagner leurs parents. Voilà. Donc, soyons ouverts. Mon problème à moi aujourd'hui, au moment où nous filmons, c'est de trouver quelqu'un qui puisse me succéder. Alors, est-ce que je fais preuve d'orgueil en disant comme Clémenceau, les cimetières sont peuplés de gens qui se croyaient indispensables? Non, non. J'aimerais que ce soit le cas. Mais pour l'instant, j'ai trouvé personne. Pourquoi je trouvais personne? Oui, il y a des gens qui font des phénomènes. Mais qui auront depuis 1974, fin 1974, qui auront le courage d'expérimenter en laboratoire, bénévolement, en dehors de leur fonction professionnelle. Fouille au départ, en arrivant au laboratoire. Protocole, expérimentation, etc. Attention illusionniste qu'elle a. Je peux vous dire qu'il fallait être vraiment masochiste, parce que je suis sans doute, et avoir une sacrée putacité, bonne volonté, pour dire je vais prouver à la science que ces phénomènes existent. Dans tous les stages, j'ai vu des gens qui faisaient des phénomènes, oui, intéressants, bien des phénomènes. J'ai vu personne qui dirait moi je vais au laboratoire pour le faire étudier. Pas de problème. Donc je suis une exception française, on va dire, mais une exception mondiale. Même mon collègue Uri Geller, qui a été très connu, qui est même plus connu que moi dans le monde, sans doute, qui fait un petit peu de showbiz, et qui fait aussi des expériences authentiques, mais qu'elle a fait 10 fois moins que moi-même, n'aurait jamais fait le 10e de ce que j'ai pu faire en laboratoire. Pas le 10e. Alors pourtant je suis de naturel optimisme, on l'a compris, optimiste, mais je ne crois guère que quelqu'un se prêterait aux expériences de laboratoire avec les contraintes que ça exige. Jean-Pierre, vous avez été assez discret par rapport à votre passé d'agent secret d'État, mais vous n'étiez pas espion ou quelque chose comme ça pour la CIA, le KGB? Oui, effectivement, j'ai été assez discret. Vous me posez la question, je vais avoir bien sûr l'honnêteté de vous répondre, d'autant que ça a été publié le 25 septembre 1995 par le Pentagone, le ministère de la Défense américain. Excusez du peu, j'aurais une discrétion mal placée maintenant. Là, oui, effectivement, je me suis retrouvé espion, collaborateur de la CIA pendant 11 ans. Et collaborateur de facto également, puisque je suis français, pour des services de renseignement français. Comment cela a-t-il pu parvenir? Depuis plusieurs années, toutes les expériences que je menais étaient effectuées dans des laboratoires publics, donc de l'État français. Hôpital central des armées à Clamart, centre d'études nucléaires à Grenoble, je m'excuse quand même, c'est un centre qui est quand même d'une discrétion qu'on peut comprendre. Les centres de recherche de métallurgie très avancés de Voret, du laboratoire de Péchinet, Eugène Kuhlmann, et je vous parle d'autres laboratoires d'ordre public. Autrement dit, ce n'était pas des expériences faites dans le cadre d'une fête foraine. À l'étranger également, dans des instituts publics ou parapublics de renommée tout à fait internationale.
Que se passe-t-il? Je me rends à des congrès de physique avancés en Islande, dans d'autres pays, d'autres latitudes. Et à ces congrès de physique avancée, nous parlions bien sûr de physique, ce que je faisais timidement, avec des théories que bon, chacun, certains respectaient, d'autres avaient une écoute amusée. Mais surtout, je pratiquais devant disons, un milieu restreint de quelques scientifiques des expériences de parapsychologie. Un jour, je reçois une invitation de l'Académie des sciences de l'Union soviétique, professeur Adriamkin, professeur de physique théorique. Quel honneur pour moi! Je vous signale que c'est quand même une époque, dans les années 76-77, il y avait quelque chose qui existait, ce qu'on appelle le rideau de fer. C'est comme les épiciers qui ferment le samedi soir, au moins aussi étanche. Et que c'était la guerre froide entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Et moi, je reçois, petit bonhomme dans mon coin, une invitation de l'Académie des sciences de l'Union soviétique. Mais vraiment de façon très cordiale, j'allais dire très confraternelle. À l'époque, j'avais des responsabilités médicales très importantes, puis j'étais responsable du protocole d'expérimentation de molécules nouvelles à l'hôpital, et notamment en oncologie. J'avais des disponibilités que je pouvais prendre, pas complètes, mais relativement souples. Donc j'ai commencé à me rendre en Union soviétique quelques jours. Évidemment, les périodes estivales étaient plus favorables. Et là, je pratique des expériences, j'ai un partage aussi de physique avec divers laboratoires de ce qu'on appelait à l'époque, qu'on appelle toujours en Union soviétique, enfin en CEI maintenant, la psychotronique. Comme ça qu'ils appellent la parapsychologie. Tout ça se passait de façon tout à fait ouverte, cordiale. J'ai assisté à des expériences avec des sujets soviétiques extraordinaires, notamment Boris Yermolaïev, je me souviens, qui, une espèce de gouttière, il y avait 3 grosses boules comme des boules de pétanque, en fait c'était des roulements à billes d'excavatrice de l'Oural, et qui, mettant ses mains perpendiculaires à ces boules, commençait à les faire vaciller, et celle du centre a commencé à s'élever comme si elle était gonflée à l'hélium, et les 2 autres également qui commencent à se soulever. Je peux vous dire que comme sujet psy, j'ai vu d'autres sujets faire des phénomènes, y compris les enfants, mais là c'est assez bouleversant. Et alors ces boules après retombent comme cela, comme si elle violait la gravité newtonienne. C'est le seul sujet que j'ai vu, Boris Yermolaïev, qui mettait de la volonté pour ce phénomène. C'est le seul sujet. Les autres étaient cool. Celui-ci, il avait la jugulaire prête à éclater, la sueur au front. Et Adriamkin, le professeur Adriamkin, qui était présent, vous voyez bien que je voulais l'aider, et il m'a dit non, il me retirer, et surtout de ne pas l'aider. Alors, autrement dit, j'ai vu des expériences, d'autres expériences que je cite dans un ouvrage qui va reparaître, une revue augmentée, qui s'appelle Psychique, où je raconte mes histoires d'espions en Union soviétique. Mais au moment où je vous parle de cette expérience, je n'étais pas du tout espion. Je n'avais pas du tout cette intention. Un jour, je vois un congrès à Mexico City. Et en même temps, à ce congrès international de physique, où nous exposions également la parapsychologie, j'avais une invitation de la présidente Carmen López de Portillo. Tout se passe très bien, ce congrès se déroule à merveille. Je fais des expériences devant la télévision mexicaine, je remporte un succès qui, le lendemain, j'avais les manchettes, j'étais le libérateur de la nation. Enfin bref, on imagine cette explosion tout à fait propre à nos amis mexicains. Et là, Mexico City, un soir, sortant du Maria Isabel Sheraton, je remonte Paseo de la Reforma et je suis kidnappé dans une grosse berline, le Lincoln Continental, avec les suicidaires qu'on appelle les portes qui sont comme
raconte en détail cela dans une autobiographie. Donc je fais grave des détails. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je suis effectivement kidnappé et que je suis un peu baladé dans les rues de Mexico, cagoule sur la tête, etc. Et que j'ai, vous l'imaginez, une frayeur tout à fait légitime. Et ce qui va m'amener dans un quartier très très chic de Mexico, qui ne peut être que le quartier, je pense, Angel. Et là, dans cet hôtel particulier de fin 18e, je fais des phénomènes pour ceux qui m'ont kidnappé, qui m'ont invité de façon un petit peu ferme, après un contact très cordial ensuite, par celui qui était responsable de cet enlèvement. J'ai fait des expériences assez étonnantes, dont certaines, il ne m'appartient pas encore de révéler aujourd'hui, mais suffisamment convaincantes pour que le chef, on va dire, du commando, et me dise, écoutez Jean-Pierre, nous vous suivons depuis 2 ans en France. Quand nous avons vu que vous expérimentiez dans des laboratoires exclusivement publics de l'État français, connaissant l'esprit français, nous nous sommes dit sans doute que il y avait quelque chose de sérieux sous roche. Et que vous n'étiez pas simplement un émule de galère en train de faire un tour d'illusionnisme quelconque. Cela nous interpellait. Mais ce qui nous a interpellé le plus, mon cher Jean-Pierre, c'est que vous avez été dans l'armement, vous avez sorti comme officier du rang, bon, mais ils n'ont pas fait l'école d'officier, donc, vous êtes sorti avec un grade d'officier, et que surtout vous êtes officier de l'armement, et que vous êtes habité en Union soviétique, comme si le KGB ou le GRU, qui sont les services de renseignement, et tantôt que l'on connaît, et le GRU pour les militaires, n'ayez fait aucune enquête sur vous. Ce qui nous paraissait invraisemblable. Et qui ne nous aurait sans doute pas invité à venir expérimenter dans les laboratoires dont 80% étaient sur des sites classifiés, des sites militaires. Après une enquête un petit peu plus détaillée, nous nous sommes aperçus que vous avez simplement une invitation de façon spontanée comme cela, et qui n'était pas passé par les fourches caudines des services de renseignement soviétiques. Ce qui nous a paru effectivement aberrant, mais c'était le cas. Car on m'a dit, nous nous apprêtions à commanditer une mission contre vous, pour vous éliminer. Alors, ça peut vous paraître un roman feuilleton, peu m'importe. C'est comme si j'avais compté avant le 25 septembre 1995, que j'ai travaillé 11 ans pour la CIA, vous auriez sans doute souri, comme aujourd'hui, dans les anecdotes que je vous raconte, vous souriez peut-être, qu'importe. Et je vous dis les faits tels qu'ils se sont déroulés. Après ces expériences réussies à Mexico, donc on m'a invité à peut-être collaborer avec la CIA pour ramener des renseignements, puisque j'étais sur place, alors qu'aucun agent occidental ne pouvait être sur place de la même façon que j'y étais. Et donc ensuite, je me suis consacré à l'espionnage, donc à la subjuration, on imagine, des soviétiques qui me recevaient. C'est comme ça donc que je me suis retrouvé à remplir des missions très pointues, très particulières, où j'ai ramené des renseignements sur certains produits stratégiques, soit en armement, sur des produits, disons, que des spécificités qui pouvaient faire avancer la recherche américaine de façon importante, tout au moins savoir l'état de la technologie dont disposaient les soviétiques. Alors là n'est pas le propos dans une interview de raconter tous les détails, je l'ai compté dans un ouvrage qui est paru en 1996, qui a failli aussi créer un incident diplomatique avec l'Union soviétique, un Paris Match remarquable sur 3 pages, qui évidemment mettra en exergue l'espionnage que j'avais réalisé à la barbe et au nez du KGB. Voilà un petit peu ce que je pourrais dire. Vous avez compris cette indication, mais la prochaine édition que nous allons faire de cet ouvrage, Psychique, ou l'action de l'esprit sur la matière, du KGB à la CIA,
et des usines atomiques, je ne me souviens plus du titre, chez Philippe Aki. Vous le trouverez sur eBay, sur Amazon, à un prix un peu comme ici, des collecteurs, un prix quand même assez dissuasif. Voilà, donc on voit comme cela que la parapsychologie intéresse toujours, et c'est ce que je disais au début de l'interview. C'est ce que je disais au début de l'interview, c'est que les politiques et les militaires, évidemment, ça c'est les premiers à s'intéresser à cela. Fini, je ne veux plus entendre parler de cela. Le civil, les applications privées, utiles pour nous, santé, quotidien. Donc tout cela confirme bien que les militaires et les politiques, comme je le disais au début de notre interview, ont été les premiers intéressés, et on comprend mieux pourquoi maintenant, puisque ma place de sujet psy, puisqu'on nous appelle comme cela, au cœur même de la recherche soviétique, a permis, avec nos capacités, de ramener des renseignements sur l'armement de dernière génération soviétique et sur certains produits dont il ne m'appartient pas ici de dévoiler la nature, a permis d'apporter un plus absolument décisif pour les Américains et évidemment par voie aussi indirecte pour les services français. Alors, ne retenez pas cet aspect, c'est l'aspect un petit peu aventure, cow-boy. Mais il faut savoir quand même qu'à plusieurs reprises, moi qui vous parle, j'ai quand même risqué ma vie 2 fois de façon très sérieuse et j'ai été manipulé de façon brutale, on appelle ça dans des lieux moins autorisés la torture, quelques heures à Leningrad, qui s'appelle maintenant Saint-Pétersbourg. Alors, la CIA, c'est vrai, m'a grassement payé, mais je crois que sur l'opération Stargate qui a coûté 20 millions de dollars, je n'ai surtout eu droit à une partie que je revendique et que j'ai bien méritée. Voilà. On comprendra pourquoi je m'éloigne de tout cela et que maintenant nous voguons dans des eaux beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus efficaces pour le bien-être de nos contemporains. Vive la parapsychologie! J'espère donc que maintenant vous êtes en paix maintenant avec vous-même, Jean-Pierre. Je suis en paix avec moi-même. Votre question est bonne parce que j'ai été aussi, bon, ça a été publié, notamment récemment sur une chaîne nationale. J'étais négociant en armement, etc. Mais on a le droit de changer. Parce qu'entre-temps, j'ai quand même déposé des brevets de médicaments qui aujourd'hui encore, pour certaines molécules, sauvent la vie de nos contemporains. Alors, je ne sais pas si cela équilibrera cela, mais dans notre chemin d'évolution que nous devons tous peut-être avoir en perspective de vie, jusqu'à temps que celle-ci soit vers une autre rive, eh bien, voilà. L'essentiel peut-être, comme Paul, comme l'apôtre Paul, c'est peut-être de changer. Merci en tout cas, Jean-Pierre. Un grand merci pour votre participation, un grand merci pour votre franchise. Et toute l'équipe de notre association CropScience vous dit un grand merci. Et bravo pour votre courage, bravo pour votre technique, et bravo pour tout ce que vous avez fait pour nous tous. Merci Jean-Pierre Gérard. Mais moi, je dois à mon tour vous remercier. Alors, on va dire, c'est les violons classiques. Je m'en fiche, tout ce qu'on peut dire. Moi, je peux vous dire que vous êtes une des rares associations qui m'avait reçu de la façon dont vous m'avez reçu. Que ce soit aussi bien vous, Monique, qui m'interviewez, Michel, vice-président de CROPS, évidemment, notre cher président Gilbert. Vous m'avez accueilli de façon comme rarement, je peux vous dire, avec une belle fraternité, un humour qui était présent, où nous avons vraiment partagé cela aussi, qui est une de mes facultés, non pas paranormales, mais que je mets en exergue le plus possible. Et là, vraiment, c'est que du bonheur. Et je crois que des associations comme la vôtre, on doit en parler, parce que les ovnis, alors c'est curieux, parce que vous avez une époque maintenant, on dit il y a des exoplanètes, la vie est possible. Oui, mais vous, ça fait combien d'années que vous en parlez? Que la vie est possible sur d'autres planètes? Vous étiez pris pour des rigolos. Je peux le dire, vous étiez pris pour des rigolos. Ça fait plus de 20 ans que je fais des conférences. Et des fois dans des associations comme les vôtres, vous étiez pris pour des rigolos.
Et puis maintenant, c'est qui fera le document le plus documenté, avec des petites planètes qu'on met là les unes au-dessus des autres, des petites pyramides de planètes, comme a fait une revue récemment de vulgarisation qui, il y a quelques décennies, était contre la notion de vie extraterrestre. Et maintenant, mais voyons, c'est 10 puissance 15, 20, je ne sais combien. C'est exponentiel. Exponentielle, la possibilité qu'il existe la vie sur d'autres planètes. Allons, soyons sérieux. C'est exactement la même lutte que vous menez, que moi je mène depuis plus de 35 ans dans le domaine de la parapsychologie. Vous avez des preuves à présenter, moi j'ai des preuves à présenter. Et pourtant, vous ramez, moins qu'avant, bravo. Moi aussi je rame moins qu'avant, je vais mettre un petit moteur bientôt derrière mon bateau. Mais voyez, au moins ce qu'on peut reconnaître, c'est que vous le faites avec une éthique, un sérieux qui vous honore, et vous recevez des conférenciers, dont je suis heureux d'avoir fait partie ce jour dernier, des conférenciers qui ont des choses à dire, frappés au point de l'expérience, au point d'un raisonnement scientifique, qui apporte à ceux qui veulent bien une connaissance, un éclairage sur ces domaines qui sont tellement ou pris pour de la folie douce ou du charlatanisme pur et simple. Alors c'est moi qui vous dis merci. Continuez ce beau parcours et continuez à recevoir aussi délicieusement vos conférenciers. Moi je suis prêt à revenir pour la semaine prochaine bien évidemment, mais dans quelques temps pour parler d'un autre sujet qui m'est cher, la survie de l'esprit après la mort physique. Et nous nous languissons de votre retour. Merci encore Jean-Pierre et à bientôt. Au revoir Jean-Pierre. À bientôt.